Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous allons parler du mystère de la vie après la vie grâce aux recherches du docteur Olivier Chambon, qui est docteur psychiatre que nous avions reçu pour une émission sur le chamanisme. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Olivier Chambon, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors nous avions parlé de chamanisme lors de votre première intervention sur cette antenne. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe après la vie. C'est un sujet que nous évoquons très souvent ici avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Qu'est-ce qui vous a mis sur le chemin de ces recherches sur l'après-vie, justement? Ce qui m'a mis sur le chemin, ce sont des expériences personnelles. D'une part, j'ai vécu une expérience proche de la mort, hein, mais au sens plutôt de fear death experience, une expérience de peur de la mort, parce que j'étais à La Réunion, sur une plage, je nageais avec une fille, et on a commencé à se faire emporter par les rouleaux vers la mer, et la fille savait pas qu'il fallait se laisser porter, et pas résister, et revenir à surface, et ensuite on serait sorti du système de vagues. Ouais. Elle commençait à s'étouffer, donc moi j'ai voulu porter secours, et j'ai commencé à m'étouffer aussi, et à un moment j'avais plus de souffle, quoi. Je savais que j'abandonnais, quoi. Donc j'ai commencé à me laisser aller comme ça, et à ce moment-là, alors que ma pire peur, ça serait justement de mourir noyé, à ce moment-là, c'était tout le contraire qui s'est passé. Il y a qu'une sorte d'indicible bien-être, une lumière blanche. J'ai commencé à revoir ma vie, mais c'était pas vraiment une NDE comme le décrivent les gens, hein. C'est plutôt comme une sorte d'accéléré de NDE. Ouais. Et je me suis dit, oh, c'est fou de mourir maintenant comme ça. Enfin, je m'y attendais pas, quoi. C'est-à-dire que j'ai plus de peur, en fait. Et en fait, il y avait un surfeur qui était là et qui nous avait vu mal aller, quoi, et qui nous a amené sa planche, et donc la fille s'est mise sur la planche, moi aussi, on était sauvés, mais j'y croyais plus, c'était vraiment un miracle. Donc ça, c'est la première chose qui m'a fait dire, c'est quand même incroyable qu'à ce moment-là, la conscience se détend, s'éclaircit, et qu'elle pense à des choses comme ça, quoi. Et aussi, j'avais un ami qui avait déjà fait une tentative de suicide, je lui ai montré un des films sur les NDE, justement, et je lui avais dit en rigolant, premier de nous deux qui meurt, il fait un signe à l'autre, hein. Et en fait, un soir, il s'est suicidé, pendant la nuit. Moi, évidemment, je ne le savais pas, hein. Et pendant la nuit, j'ai vécu une sortie hors du corps. Je me dis, c'est incroyable, je sors de mon corps, mais j'ai jamais réussi. C'est génial, hein. Je suis pareil, je suis allé vers une lumière incroyable, c'était tout du bonheur. Et puis, je me suis réveillé. Puis là, je me suis dit, c'est incroyable, c'est passé quelque chose. Faut que je note l'heure à laquelle c'est passé. J'ai jamais fait ça. Et en fait, c'était exactement pile poil l'heure à laquelle le médecin légiste a daté l'heure de la mort de mon ami par suicide, quand j'ai appris le lendemain matin en me réveillant. Donc, c'était une sorte d'expérience de mort partagée, comme les écrits maudits. Oui, on en parla justement tout à l'heure, Et puis aussi, tout ce qui m'a amené à... la troisième chose qui m'a amené à ça aussi, c'est tout ce que j'ai... En faisant de l'hypnose, de l'MDR, le chamanisme, certaines techniques pour induire des états modifiés de conscience, je me suis rendu compte qu'effectivement, la conscience, elle existait bel et bien au-delà de la matière du cerveau. Elle avait une consistance, une substance qui n'avait rien à voir avec uniquement un flot de pensée issu d'une machinerie cérébrale. Donc quand j'ai vu que justement dans les expériences de mort imminente, il y avait toutes ces preuves que vraiment, quand le cerveau ne fonctionne plus, la conscience est presque au meilleur, elle est capable de performances extraordinaires, alors qu'il n'y a plus d'électroencéphalogramme, enfin qui est plat, il n'y a plus de potentiel évoqué. Donc ça devrait être le contraire qui se passe. C'est que Bien sûr. Le cerveau produit la conscience, quand le cerveau s'arrête, la conscience devrait être au moins amoindrie, Bien sûr. pour ne pas dire complètement défaillante. Oui. Donc c'est l'expérience de mort imminente et tout ce qui tourne autour, hein, parce que moi j'appelle expérience périmortelle, qui arrive juste avant la mort, c'est ce qu'on appelle les visions des agonisants, ou les expériences de conscience accrue à l'oreille de la mort, c'est-à-dire les gens qui voient des parents défunts les chercher, qui voient des paysages célestes, qui retrouvent une lucidité au dernier moment alors qu'ils étaient Alzheimer ou avec des grosses tumeurs complètement dans la confusion, et qui sont rassurés, et ils n'ont plus d'angoisse, et ils accueillent la mort avec presque un sourire de bonheur, quoi. Donc il y a ça. Il y a aussi les contacts avec les défunts qui sont testés en laboratoire aux États-Unis, au Woodbridge Institute par Bichel, qui ont fait l'objet d'études de Gary Schwartz pour montrer que vraiment, dans des conditions doubles ou de triple aveugle même, l'information recueillie par des médiums ne peut pas être liée à la tricherie, à la lecture froide, même pas à la télépathie. C'est vraiment les défunts qui communiquent des choses aux vivants et qui peuvent
peuvent d'ailleurs s'avérer vraies, même si les vivants ne savaient pas ces choses-là, s'ils les vérifient après, elles sont vraies. Donc il y a un ensemble de faits convergents venant justement de tout ce qui tourne autour de la mort, qui montre que la conscience ne s'éteint pas à la mort du cerveau, et ce qu'on appelle l'âme ou la conscience individuelle, on peut dire, perdure et même retrouve des facultés oubliées quand elle était prise dans les contraintes organiques du cerveau. Alors, on y reviendra tout à l'heure. On aurait plusieurs cerveaux, c'est quelque chose que la plupart d'entre nous ignorent finalement. Alors, est-ce que vous parlez du cerveau? On aurait un cerveau... Il y a beaucoup de classifications. Non, je parle du cerveau, le cerveau, notre cerveau, et un cerveau au niveau des intestins. Oui, alors, il y en a au moins 3, de connus et reconnus et d'utilisés. Il y a le cerveau dans la boîte crânienne, ça on sait. Il y a le cerveau au niveau du cœur, c'est-à-dire un ensemble de neurones, donc organisé en système, qui sont capables d'apprentissage, de mémoire, de traitement de l'information émotionnelle, même de pré-traitement de l'information émotionnelle qui est transmise au cerveau cortical. Donc il y a le cerveau du cœur, puis il y a le cerveau des intestins, effectivement, le second brain, comme l'appelait Gershon, qui lui aussi contient 80% des neuromédiateurs, c'est-à-dire des hormones du cerveau qu'on pensait être uniques au cerveau, les sérotonine, dopamine, noradrénaline, enfin bref. Donc en fait, on les trouve dans l'intestin. Et certainement qu'on va trouver, plus la science va avancer, plus elle va s'intéresser à la complexité de l'intelligence et de la conscience dans le vivant, dans la matière, dans le corps, elle va trouver que dans tous les organes, il y a des mini-cerveaux. On va redécouvrir ce que la médecine chinoise nous disait, que chaque organe est spécialisé dans le traitement de certaines émotions, et a plus conscience. En médecine chinoise, le foie traite la colère, la rate traite l'anxiété, etc., les poumons, la tristesse, bref. Et donc, on va certainement redécouvrir avec la science moderne ce que bien avant nous, les anciens, les mystiques, ceux qui savaient voir l'invisible ou écouter l'inaudible, on va dire, ils savaient déjà. Plusieurs cerveaux, c'est vrai que tout le corps est un ensemble intelligent. Et on vient de sortir un livre avec Myriam Gablier qui s'appelle Le bonheur est dans le corps. C'est un livre vraiment pour rendre au corps sa belle part, une reconnaissance de la majesté du corps, de l'intelligence et de la bienveillance du corps. C'est une reconnexion au guérisseur intérieur qui est dans le corps, à l'énergie de vie, à la joie de vivre qui est dans le corps, et à la complexité de l'organisation du corps et vraiment son intelligence et sa conscience. Alors quelque part, on est équipé d'ordinateurs. Le cerveau, on peut le comparer à un ordinateur qui gère telle et telle chose, et c'est le réceptacle de la conscience. Alors on ne peut pas le comparer à un ordinateur dans un certain sens, ou alors on pourrait le comparer à un ordinateur quantique. Le problème c'est qu'un ordinateur quantique, un vrai, il n'existe pas encore. C'est-à-dire que le corps a à l'intérieur de lui des molécules qui ont à l'intérieur d'elles des atomes, qui ont à l'intérieur des particules subatomiques, qui ont à l'intérieur d'elles de la conscience. Et oui, figurez-vous que la physique quantique montre que la conscience, c'est le primum movens de l'univers, ça vient avant l'énergie et la matière, et qu'il y a de la conscience dans les particules subatomiques. Là, en ce moment, je travaille avec un physicien qui s'appelle Emmanuel Ransford. On va peut-être écrire un livre sur les bases de la médecine que nous avons reçu ici à ce micro. Voilà, qui lui, il dit bien qu'il y a ce qu'on appelle le psy dans la matière, ou l'holomatière, c'est capable de comportement habituel de la matière, ce qu'il appelle le phi, mais aussi de comportement montrant une capacité de décision, de choix. Alors c'est une proto-conscience, c'est une petite conscience, mais l'assemblage de ces proto-consciences donne des plus grandes consciences, etc. Ce qui fait que à l'intérieur même de la matière, et des organes et encore plus du corps, il y a de la conscience, si vous voulez. Donc la conscience ayant aussi un fonctionnement quantique, ce sont deux substances quantiques, on va dire, qui vont interférer. C'est ce qui permet d'expliquer comment le corps et la conscience peuvent interférer. Comment la conscience du corps et la conscience individuelle, on va dire l'âme, peuvent s'assembler pour travailler ensemble. Parce que toutes deux ont des fonctionnements quantiques. Dans le dualisme cartésien, donc de Descartes, il disait, il y a d'un côté le corps, la res extensa, c'est-à-dire la chose étendue, et puis il y a de l'autre côté, il appelait l'âme, on va dire, quand même Descartes, c'est-à-dire la res cogita, la chose qui est pensante. Mais on ne pouvait pas expliquer alors pourquoi il y avait d'un côté l'âme et de l'autre côté le corps est une machine, mais comment ils interagissaient ensemble. C'est deux choses tellement différentes. Et bien maintenant, des gens comme Amit Goswami, qui est un physicien américain, physicien quantique, ou bien Deepak Chopra, montrent bien que le corps lui-même fonctionne comme une machine quantique, que la conscience a des propriétés quantiques. Donc corps et conscience se rejoignent par des interactions quantiques. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, d'accord. Oui, tout à fait. Alors globalement, vous abordez la vie après la vie, mais que se passe-t-il finalement après la disparition du corps physique? On nous pose la question 100 fois par jour. Est-ce qu'on pourrait essayer de décortiquer tout ça et expliquer exactement le processus de départ et d'arrivée dans l'autre? Les études sur l'existence de mort imminente ne répondent qu'au début de la vie après la vie, c'est-à-dire elles nous montrent ce qui se passe immédiatement après la mort. Après, ce qui se passe au long terme
conscience, quel travail elle a à faire après la mort, quelles sont les étapes qu'elle va traverser. Là, les expériences de mort imminente nous renseignent moins. Il y a l'expérience, elle travaille de synthèse de Sylvie Ouellet, qui est une médium au Québec, qui nous montre que dans les différentes traditions et chez des médiums de différentes orientations, on retrouve toujours après les mêmes étapes, c'est qu'il n'y a pas, non seulement il n'y a pas une seule revue de vie, comme il y a dans l'expérience de mort imminente, mais il y a 3 revues de vie. C'est-à-dire que chacun des corps, le corps éthérique, le corps émotionnel, le corps mental, vont se purifier, vont augmenter leur taux de conscience en faisant différentes revues de vie au cours de l'évolution de l'âme dans l'au-delà. Ouais. C'est un peu compliqué à décrire pour les auditeurs, hein. Il faudrait surtout leur conseiller de lire Qu'arrive-t-il après la mort de Sylvie Ouellet. Mais tout ce qui est sûr, c'est que le travail de la conscience ne s'arrête pas après la mort. Souvent, dans les expériences de mort imminente, on voit une sorte de comité d'accueil fait dans les défuntes ou d'entités spirituelles, l'aide de lumière, qui accueille la personne qui se sent entourée d'amour. Mais ça, on peut dire, c'est un peu comme le pot d'accueil dans une entreprise. Ça dure pas 107 ans, quoi. La personne, elle va pas chaque fois qu'elle va retourner au travail avoir un pot d'accueil. C'est bien, voilà, elle est accueillie, mais après, il y a un travail réel qui se fait. Et certains disent même que certaines âmes sont spécialisées pour communiquer avec les vivants, que d'autres âmes sont censées accueillir ceux qui se sont suicidés ou qui sont morts de mort brutale pour les apaiser, les aider à faire la transition, qu'il y a des écoles dans l'au-delà pour apprendre différentes choses, que tout le monde se réincarne pas. Enfin bref, il y a comme une cohérence dans les vues des différents médiums et dans les différentes traditions. Mais alors là, effectivement, on peut pas trop le tester en laboratoire, on peut pas trop l'étudier comme on peut le faire avec les expériences de mort imminente, bien entendu, avec les défunts. Là, c'est plus compliqué. Mais disons qu'il y a une convergence de faits qui semble dire que oui, voilà, ce qui va déterminer un peu le travail de l'âme après la vie est un peu comme orienté par ce qui se passe pendant la vie au niveau de la conscience. C'est-à-dire que les gens qui ont vraiment travaillé dans leur vie réelle terrestre, enfin réelle, excusez-moi, actuelle terrestre, à se purifier par la méditation, le yoga, à se détacher de leur fixation névrotique et mentale, à ouvrir le cœur et à laisser tomber le mental. Tous ces gens-là, ils vont avoir plus de facilité ensuite à travailler après la mort. Parce qu'après la mort, le mental devient très puissant, les pensées s'actualisent, réalisent beaucoup plus facilement. Donc si vous aviez des fixations névrotiques, fantasmatiques sur Terre et que vous les laissez prendre par elles sans savoir vous en délivrer sur Terre, après la mort, il se peut que ça crée des sortes de bardeaux, d'étapes où vous êtes dans des sortes d'enfers autocréés ou de pseudo-paradis artificiels addictifs autocréés et qui vous empêchent d'aller vers l'essence, mais même la lumière, c'est-à-dire l'esprit pur. Un travail préparatoire, en fait, c'est comme si le travail sur Terre, c'était un travail de préparation, d'amélioration de la conscience, et que tout ça c'est nettoyé et retravaillé après, quoi. Alors quelque part c'est assez bien décrit, enfin bon, c'est un film, hein, dans Notre demeure, Nos solars. Ah oui, tout à fait, oui. Alors effectivement, dans le film Nos solars, on retrouve effectivement ces éléments-là. Moi, j'avais vu ce film juste après avoir lu justement le livre de Sylvie Ouellet, et j'avais retrouvé effectivement pas mal de points communs, effectivement. Parce que ce film, c'est quand même à partir des témoignages d'un médium qu'il est fait, donc c'est aussi c'est basé sur des expériences réelles, quoi. Oui, absolument. Oui, c'était Chico Xavier, je crois. Hein, voilà. En fait, c'est lui qui donne les informations. C'est un médium. Oui, tout à fait. C'est lui qui a donné le crédit, on ne peut pas dire scientifique là du coup, mais le crédit médiumnique à ce film, oui, tout à fait. Et c'est assez commun, hein, certains récits, certaines expériences médiumniques. Hein. Oui, tout à fait. Il y a une communauté, hein. C'est ça qui est intéressant dans les expériences de mort imminente, c'est que quel que soit sexe, l'âge, le niveau socio-économique, le niveau d'éducation, la croyance ou non de religion, tous les gens vivent la même chose. Il y a un tronc commun, Oui, et ça c'est vraiment en faveur de l'autonomie et de la réalité du phénomène. Parce que si c'était lié à des rêves ou à des rêveries, des hallucinations, ça serait idiosyncratique, c'est-à-dire que ça serait propre à chaque personne. Bien entendu. Pas comparer en tant que psychiatre, bien placé pour savoir ce qui est de l'ordre d'un rêve, d'hallucination, de fantasme, d'affabulation même, et puis de ce qui est de l'ordre de réalité extra-psychique, mais consciente, qui s'impose à nous. Alors les expérienceurs de NDE nous apportent-ils pas des éléments de réflexion, des preuves de ce qui se passe après la mort du corps physique? Et moi je pense toujours à Nicole Dron, qui nous a rapporté quand même pas mal d'éléments ici en France. Oui, bien sûr. Alors la grosse remarque des contradicteurs par rapport aux expériences de mort imminente, oui, mais ils sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Alors ça, je trouve ça d'une... Enfin bon, excusez-moi, je vais être gentil, mais je veux pas dire d'une bêtise, alors je trouve ça d'une maladresse, parce que c'est comme si vous disiez à quelqu'un,
Je suis allé en Tunisie Oui. pendant les vacances. Puis vous dit, bah non, t'es pas allé en Tunisie, t'es revenu. Bah oui, c'est exactement la même chose. Donc, je vois pas l'argument, quoi. Ouais. Il y a vraiment des gens qui ont franchi la barrière, mais ils n'ont pas été retenus. Vous savez que dans les expériences de mort imminente, il y a un moment où on leur dit, si tu franchis cette barrière, Oui. par contre, tu ne reviens pas. Donc, donc ils sont allés quand même dans cette contrée, mais ils n'ont pas franchi une certaine étape. Donc ils nous apprennent effectivement ce qui se passe pendant un certain temps après la mort, mais pas totalement. C'est comme s'ils étaient allés dans une partie du pays, ils ont pris l'avion, ils ont débarqué dans le pays, par exemple la Tunisie, ils ont visité juste une contrée, mais par contre on leur a dit si vous allez au-delà de là par contre vous n'êtes pas sûr de revenir, vous n'êtes pas sûr de vous donner le passeport pour... donc ils sont repartis avant d'avoir tout visité. Bah oui. Mais néanmoins ils ont commencé à visiter le début du pays de la mort, bien sûr. Bien entendu. Je fais toujours référence au cas Pamela Reynolds. On en avait parlé avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier à plusieurs reprises. Bon, lui, il me certifie que de toute façon, là, c'est impossible. Le corps, il est HS. C'est-à-dire, en limite, peu importe si c'est le corps CHS ou pas. Parce que l'important, c'est que le cerveau soit HS. Et Pamela Reynolds, bien sûr, est un cas très connu. Maintenant, on peut lui rajouter le cas de Eben Alexander, ce neurochirurgien dont Raymond Moody dit que c'est le plus beau cas qu'il a vu en 40 ans, Raymond Moody lui-même. Parce que Eben Alexander, c'est encore mieux. Pourquoi c'est encore mieux? Parce qu'il a eu une maladie extrêmement rare, un cas sur 10 millions, une méningite à Escherichia coli, donc une bactérie, chez un adulte. 96% de chance de mourir. Puis alors, n'en parlons pas de revenir avec un cerveau intact, ça c'était pratiquement impossible. Les gens qui l'ont vu revenir, ils ont eu le miracle, quoi. Il y avait des scanners qui attestaient de tout ça. Pourquoi c'est intéressant? Parce que la méningite comme ça, Escherichia coli, elle va arrêter le fonctionnement de tout le néocortex. Vous voyez, quand vous avez un choc, un œdème, une tumeur, un vaisseau qui claque, ça va juste normalement arrêter le fonctionnement d'une partie du cerveau, bon, même si l'autre est en arrêt de fonctionnement à cause d'un cœur qui s'arrête à son tour, mais néanmoins, le néocortex n'est pas complètement hors d'usage. Là, avec la méningite d'Alexander, tout son néocortex sur toute l'étendue du cerveau ne pouvait plus fonctionner. Or, qu'est-ce que c'est le néocortex? C'est ce qui nous assure normalement, selon les matérialistes, nos fonctions cognitives supérieures. C'est-à-dire c'est la partie du cerveau qui est censée penser, imaginer, réfléchir, manier des concepts abstraits, catégoriser, mais enfin bref. Or, chez lui, ça ne fonctionnait plus. Or, il a vécu des expériences cognitives extrêmement sophistiquées, élaborées, complexes, qu'il a complètement mémorisées. Donc là, c'est vraiment une preuve quasi absolue que c'est pas le cerveau et le néocortex qui crée la conscience et qui donne à la conscience des capacités cognitives aussi élaborées. Bah oui, c'est logique. Il n'a rien à voir, Alexander. Et ce qui est très intéressant, c'est comme lui, il est neurochirurgien d'Harvard, donc il est très bien placé en tant qu'ancien matérialiste sceptique pour analyser ce qui s'est passé et faire des hypothèses. Or, il a effacé l'une après l'autre les hypothèses matérialistes et il a vu qu'elles ne collaient pas. Bien sûr. Parce qu'elles partaient toutes du principe que c'est le cerveau qui avait produit ça. Or, le cerveau, il ne pouvait pas reproduire ça à ce niveau-là. Donc, Eben Alexander est vraiment un cas qui encore surpasse celui de Pamela Reynolds pour valider la réalité de l'autonomie de la conscience vis-à-vis du cerveau. Oui, c'est une question de bon sens, de toute façon. Ah bah là, voilà, c'est-à-dire que les sceptiques, soit ils vont être de mauvais sens, soit ils vont pas lire, soit ils n'auront pas intérêt à... Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai jamais compris pourquoi les sceptiques, ils n'avaient pas envie. C'est très bizarre. Qu'on ait une conscience qui survit à la mort du cerveau. On dirait qu'ils préfèrent croire, plutôt que savoir, ils préfèrent croire que la vie n'a aucun sens, la vie est absurde, quand on meurt on perd tout, que les liens d'amour sont complètement dissolus, toute la connaissance qu'on a s'évapore, que donc la seule philosophie c'est profite de la vie parce qu'après il n'y a rien. Enfin je veux dire, je ne sais pas quel intérêt ils ont à donner à nos enfants et à nous-mêmes une vision fausse, absurde et si menaçante de la vie, quoi. Mais ces mêmes personnes, quand ils sont atteints par une maladie ou qui sont en danger, justement de mort, là, crient au secours. Voilà, exactement. Alors donc tout ça, c'est pas très logique, Non, tout à fait. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie du docteur Olivier Chambon. Nous parlons de la vie après la vie. Alors en ce moment, nous sommes incarnés chacun dans notre corps. Comment faire pour percevoir le monde invisible? Est-ce possible? Alors, comment faire pour voir le monde invisible? Il y a plusieurs façons de faire. D'une part, développer son intuition, parce que le monde invisible parle à notre intuition. Il peut parler par des rêves, des synchronicités, des prémonitions, mais ce qu'on appelle des intuitions pures, c'est-à-dire une connaissance qui nous vient sans savoir comment ni pourquoi, sans avoir réfléchi, et qui s'avère vraie après l'examen des prédictions qu'elle fait ou des faits qu'elle nous amène. Donc il y a l'intuition,
Et puis il y a les voyages chamaniques, les états modifiés de conscience qui permettent vraiment de visiter d'autres dimensions qui sont comme parallèles aux nôtres, qui sont comme présentes, même peut-être dans une même pièce, il y a plusieurs dimensions qui s'intercroisent. Nous on n'en voit qu'une parce qu'on a une chaîne seulement. Mais c'est comme un poste de télé. Oui, comme les fréquences radio finalement. Voilà, c'est comme les fréquences radio. Dans une même salle, vous pouvez avoir des tas de fréquences qui flottent dans les airs, mais vous en sélectionnez une avec votre récepteur. Voilà, c'est ça. Qui est calibré sur une certaine fréquence. Mais si vous avez un zapper et que vous ouvrez une autre chaîne, paf, vous allez percevoir un autre programme qui était aussi là dans la pièce, mais que vous ne voyez pas parce que vous n'aviez pas zappé dessus. Et ben c'est un peu pareil pour les dimensions et les mondes divers et variés que les chamans décrivent très bien, pour lesquels ils ont inventé une technologie, qui s'appelle la transe, qui permet de changer de fréquence, de changer de canal et de voir ces autres mondes invisibles, qui ne sont invisibles qu'à notre fréquence de vibration ou que sur notre canal de perception habituel, dans l'état rétréci ordinaire de la conscience. Mais dès qu'on élargit le spectre d'ouverture de la conscience, elle capte d'autres antennes, on va dire d'autres mondes, qui sont tout aussi réels, même plus réels souvent. Oui, c'est ce que dans l'expérience périmortelle, dans toutes les expériences extraordinaires, ou dans le chamanisme, ou les expériences musiques, les gens disent c'est plus réel que la réalité. C'est ce qu'ils nous disent. Dans ces sens, qui rétrécit la conscience habituelle. C'est presque une ombre ce qu'ils voient, c'est un monde d'illusions. La vraie vie, la vraie réalité n'a rien à voir avec ce qu'on perçoit. Vous voyez, donc c'est l'inverse qui se passe. Quand on est dans certains mondes, on s'aperçoit que le monde terrestre est vraiment un monde, un sous-monde presque. C'est presque un monde d'ombre illusoire, comme dans la mythe de la caverne, quoi. D'ailleurs, Jacqueline Bousquet disait, ce monde, nous le rêvons. Oui, voilà, tout à fait. Oui. Puis les yogis le disent bien. La conscience ordinaire de veille est en fait un rêve. Alors que les rêves commencent à être un peu plus un éveil, bien sûr, c'est très connu. Il y a une branche qui s'appelle le yoga nidra, du yoga, qui permet d'étudier ces consciences modifiées, qui permet d'aller dans d'autres mondes bien plus éveillés que le monde ordinaire. D'ailleurs, elle me faisait rire parce qu'elle disait c'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Oui, alors, bien souvent, oui. En plus. Qu'est-ce que le MDR? Le MDR, c'est une technique maintenant très connue qui utilise des mouvements oculaires rapides, c'est-à-dire les mouvements des yeux que l'on retrouve lors des phases de sommeil paradoxal, des phases de rêve dans le cerveau, ou en hypnose, souvent les gens, quand ils ont les yeux fermés et qu'ils entrent en hypnose, leurs yeux commencent à faire des mouvements latéraux, c'est-à-dire droite-gauche, 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 comme des essuie-glaces. Et ces mouvements permettent vraiment d'ouvrir la conscience, permettent d'accélérer le traitement de l'information. On dit que ça permet de retraiter le fonctionnement inconscient du cerveau. Et donc le MDR, c'est une technique qui sert à retraiter des émotions mal digérées. C'est-à-dire ça favorise le retraitement et la digestion des données cérébrales mal intégrées, qui ont été enquistées parce qu'elles étaient trop douloureuses. Par exemple, quand on vivait un abus sexuel ou un attentat, etc. Une partie de l'information vient se loger. Alors, c'est pas une partie du cerveau, mais on va dire, pour parler matérialiste, parce que sinon il faudrait donner une métaphore non matérialiste de la mémoire, et ça amènerait à expliquer ce que la mémoire. Mais bref, on va donner une métaphore seulement. C'est comme si vous aviez un kyste qui se fait dans le cerveau, dans la zone limbique, où il y a le traitement de l'émotion au long cours, et à ce moment-là, ça ne peut pas être intégré aux autres aires cérébrales, ça ne peut pas être intégré au reste de l'expérience de la personne, parce que se rappeler du souvenir traumatique, revivre l'événement, serait beaucoup, beaucoup trop douloureux. Donc ça reste en latence. Et le MDR, c'est un peu comme si on prenait un scalpel, c'est une sorte de psychochirurgie, et qu'on crevait l'abcès, et que pendant les mouvements oculaires rapides, toute cette information qui était restée là au fond, et qui influençait la personne depuis l'inconscient, ou qui lui donnait des flashbacks douloureux par moments, ou des cauchemars, ou qui lui mettait dans des mécanismes d'évitement pour plus jamais revivre ça, tout d'un coup ça s'ouvre comme un abcès qu'on perce, et ça s'évacue, et ça s'intègre aussi au reste du fonctionnement psychique qui permet de réinterpréter, revivre la chose, mais de façon moins douloureuse pour la personne. MDR, ça veut dire eye movement, donc mouvement oculaire, retreatment, retraitement, and desensitization, désensibilisation. Retraitement, ça veut dire que la personne, grâce à MDR, elle ne se voit plus pareil dans le traumatisme, elle n'a plus de perception négative d'elle-même, ou beaucoup moins, elle commence à voir le sens que ça avait, qui n'était pas du tout en sa défaveur. C'est pas elle qui est mauvaise, c'est pas elle qui est coupable de ce qui lui est arrivé. Elle commence à voir les choses de manière réelle, et surtout, elle a moins d'intensité émotionnelle, désensibilisation. Et en fait, avec le MDR, je pense que vous m'en parlez, parce que justement, il y a un certain Alan Botkin aux États-Unis, qui, par sérendipité, c'est-à-dire par hasard et par observation du hasard, avait commencé à traiter des vétérans du Vietnam, qui avaient beaucoup de deuil à faire, le deuil de leurs compagnons de guerre, mais aussi parfois même le deuil d'habitants qu'ils avaient recueillis, qui s'étaient fait déchiqueter par une bombe, ou d'enfants qu'ils avaient tués par inadvertance, enfin, bref. Et il s'est aperçu qu'à parfois on se faisant juste de l'MDR classique, mais en se centrant sur la tristesse, pas sur la culpabilité et la colère, qui sont des émissions secondaires par rapport à la tristesse, uniquement sur la tristesse, en faisant diminuer la tristesse par le MDR, puis ensuite en demandant aux gens de fermer les yeux, il y avait des moments où ils voyaient l'expérience de mort imminente des victimes, où ils parlaient à l'âme des victimes, où l'âme des victimes leur parlait.
Mais c'était tellement véridique, ça ressemblait tellement à ce qui se passait, et ça leur faisait tellement de bien. C'est une sorte de thérapie éclair d'un deuil sinon impossible qui les minait depuis des mois, des années, voire qui les rendait alcooliques, incapables au travail, suicidaires, enfin, etc. Qu'en une seule séance, parce qu'ils avaient vraiment contacté d'âme, le défunt qui leur pardonnait, leur demandait pardon, je vais bien, je vais sur toi, etc., qu'ils étaient guéris de leur deuil impossible. Et donc, il a vu comment, grâce à l'EMDR, un tout petit peu modifié, on pouvait rendre un sujet médium pour les défunts dont ils faisaient le deuil. D'accord. Et que les défunts qui communiquaient ainsi avec la conscience du sujet qui était sous EMDR leur disaient tous je t'aime, t'en fais pas, je vais bien, qui est pour rien. Enfin, comme si les défunts étaient devenus vraiment avec plein d'esprit dans tous les sens du terme, devenus spirituels, c'est-à-dire capables de pardon, d'ouverture d'esprit, de chaleur et même d'humour. Et que c'était très 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 crédible. Les gens disaient mais c'est lui qui m'a pas. J'en suis sûr. Il aurait dit ça exactement comme ça et c'était plus réel que la réalité. Et je ne mens pas et je suis pas en train d'imaginer de rêver. C'était comme encore mieux que quand je vous vois ou je vous parle de vous. Bah donc il y avait des choses vraiment scotchantes. Et moi j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à utiliser dans certains cas le modèle de Botkin et de voir que c'était scotchant, que ça marchait. Enfin que n'importe quel psy de base, quand il utilise le MDR à la façon Botkin pour un deuil difficile, il peut voir dans son cabinet arriver des expériences extraordinaires. Il n'y a pas besoin d'être dans une recherche spirituelle. Donc c'est redoutable la méthode de Botkin, parce que si les psys s'y mettent, ils vont finir par se dire bah il y a bel et bien quelque chose, même les plus sceptiques. C'est sûr. Ça dépote. Donc oui, la EMDR c'est une bonne technique pour ouvrir la conscience à d'autres dimensions. Alors j'avais entendu parler d'une autre technique, c'était la technique du psychomantéum. Pour rentrer en contact avec les défunts, rentrer en contact avec les autres dimensions. C'est Raymond Moody qui l'a mis en place. Oui. Avec un miroir dans l'obscurité, etc. Oui, c'est ça. Alors, moi, je l'ai pas testé. Je ne connais pas beaucoup de gens qui l'ont testé, mais je fais parfaitement confiance à Raymond Moody de par sa probité. Je l'ai rencontré personnellement au congrès de Marseille. J'ai mangé avec lui, j'ai discuté avec lui. J'ai vu à quel point quel homme intègre et bon c'était vraiment. Parce que toute sa notoriété et tout, il pourra en faire. Il pourrait vraiment se la péter, excusez-moi pour le terme, sûr, ouais. Mais c'est quelqu'un de très simple, de très direct, de très... Enfin, il y a de l'amour qui vient de lui et tout, et donc lui utilisait, cette ancienne technique, je ne sais pas si c'est pas des Grecs, dans les... Enfin, oui, il me semble, oui, il me semble que ça vient des Grecs. Mais donc lui, dit, on peut contacter les défunts avec ça, moi je n'ai jamais essayé par contre. Vous pourrez peut-être tester pour voir si ça fonctionne bien. Oui, voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas eu la curiosité d'ailleurs, après tout... Ça a l'air tellement simple en plus. C'est sûr, oui. Alors, il y a de nombreux éléments qui prouvent donc l'après-vie. Exemple, les expérienceurs de NDE qui voient à 360 degrés, la revue de vie dont on parlait tout à l'heure, des déplacements instantanés dans l'espace, une conscience hyper développée, les aveugles de naissance. Avec les yeux de la conscience, oui. Voilà, qui retrouvent la vue. De trouver une vue. Et aussi les NDE partagés, c'est une question logique, de bon sens, tout ça. On pourrait d'ailleurs dire quelques mots sur le phénomène des NDE partagés. Bah oui, alors ce qui est marrant, c'est qu'à Marseille, par exemple, on se retrouvait 3 médecins, moi, Charbonnier, Postel, et on était 3 médecins, donc non seulement qui parlaient de NDE, mais qui avaient vécu des expériences de mort partagées. Par exemple, Charbonnier, sa première expérience fondatrice qui l'a amené à s'intéresser au NDE, c'était lors d'une intervention d'urgence, quelqu'un qui était bloqué sous un véhicule et qui est mort devant ses yeux, et il a vu quelque chose qui sortait de la personne par la couronne, enfin par le haut du crâne. Donc il a vu le phénomène de la mort vécue par le patient. Postel, c'est pareil que lors de la mort de son papa, il était avec sa femme et son fils. Ils ont tous les deux vu quelque chose du genre d'un tunnel, d'une lumière, ou s'engager même de son père. Ils ont tous les trois vécu ça, ils ne se le sont pas communiqués. Comme ils étaient scientifiques, les deux sont médecins et infirmiers, ils ont dit « Ah, on a vécu, ils se sont regardés, on a vécu quelque chose. Alors on va noter sur un papier et après seulement quand on aura noté, on lira pour voir si on a les mêmes témoignages. » Ils avaient tous les trois vécu le même phénomène. Et moi, j'avais vécu ça avec mon ami qui m'a fait vivre cette expérience de cette sortie du corps et du tunnel au moment où il se suicidait. Donc, c'est intéressant. Alors, l'expérience de mort partagée, c'est extrêmement important parce que ça prouve que les expériences de mort imminente ne sont pas liées à un dysfonctionnement du cerveau, à l'hypoxie, à des médicaments, à une souffrance, puisqu'ils sont vécus par des gens qui sont en pleine santé. Oui, c'est vrai. Et à l'état de veille. Et en plus, ils vivent tous les composantes. C'est-à-dire, enfin, ils peuvent vivre toutes les composantes. C'est-à-dire, quand vous assistez à la mort de quelqu'un, donc il est supposé être à ce moment-là en train de faire son expérience de mort imminente et même son expérience de mort tout court, vous pouvez soit vous-même voir avoir une sortie du corps, vous-même voir un tunnel, vous-même monter dans la lumière avec l'âme du défunt lui-même, vous-même assister à la revue de vie du défunt. Oui. C'est ça qui est incroyable, c'est que dans l'expérience de mort partagée, certaines personnes disent « Ah,
Ah, j'ai vu la revue de vie qui était en train de faire le défunt. Et pendant la revue de vie, j'ai appris des choses sur lui que je ne savais pas avant, mais qui faisaient partie de sa revue de vie. Vous voyez? Et qui s'avèrent après. Donc là, ça veut dire qu'il y a une sorte de contact de conscience à conscience. La conscience de celui qui est près du mourant parce qu'il l'aime, parce qu'il veille sur lui, parce que c'est un instant magique, s'ouvre et connecte ce qu'est en train de vivre la conscience du mourant et voit et vit tout ce que vit la conscience du mourant. Donc ça montre bien, si vous voulez, que ces phénomènes périmortels sont pas liés à des défaillances cérébrales. Vous voyez, ça c'est l'élément de preuve intéressante. Alors finalement, on peut rien cacher. Si, alors dans la revue de vie des gens qui étaient en train de mourir, il y avait des éléments qui étaient cachés à ceux qui étaient en observateur, en accompagnant. Oui. Tout n'était pas montré, justement. Oui, d'accord. Comme si l'âme pouvait encore choisir ou non de montrer ce qui pouvait être utile de montrer et ne pas montrer le reste. Comment peut-on expliquer que les gens qui partent finalement très facilement, même pour ceux qui ont toujours eu peur de la mort, on a l'impression qu'ils partent facilement, au dernier moment, avec légèreté, et il y a même certains qui perçoivent des membres de leur famille qui viennent les chercher. Oui, tout à fait. Oui, heureusement, Dieu merci, c'est pas encore proportionnel au degré de préparation qu'on a. C'est-à-dire même quelqu'un qui est matérialiste, sceptique, même des criminels dans la vie quotidienne, peuvent faire une expérience de mort imminente qui est belle, qui est harmonieuse, où ils sont accueillis par l'être de lumière, où ils sont pardonnés pour tout ce qu'ils ont fait, et où ils retournent de cette expérience avec beaucoup plus d'amour dans le cœur, avec un changement d'attitude complet, des valeurs qui sont plus compétitives, matérialistes, qui sont au service des autres. Donc c'est intéressant, c'est que, vous savez, il y a entre 5 et 10% d'expériences de mort imminente qui sont dites négatives. En réalité, il y en a très peu qui sont réellement négatives. La plupart participent à l'élaboration de la conscience et à son information. Mais bref, dans ces 10% de négatifs, c'est pas du tout forcément ceux qui sont suicidés ou qui auraient fait du mal sur Terre. Il y a des prêtres, des gens très bons qui le vivent. Oui. Parce que ça les aide à avancer leur âme, apparemment. Et puis, dans les 90% d'expériences de mort imminente positives, il y a des gens qui ont vraiment une vie horrible sur Terre, quoi. Oui, c'est vrai. Ah oui. Aucune préparation psychologique. Ils n'avaient rien à faire de spirituel, ils n'avaient rien à faire de spiritualité. Ils ont passé leur vie à essayer d'entuber les autres, et pourtant, ils sont aimés, ils sont touchés par la lumière et par la grâce. Et ça, c'est une formidable nouvelle, qui n'est pas une sorte d'élitisme judéo-chrétien, t'as mal fait, t'iras en enfer, tu devras passer par le prêtre avant de pouvoir te présenter face à Dieu. Enfin, toutes les préceptes un peu haineux des religions, enfin en tout cas haineux envers l'homme et haineux envers son âme, parce que le pauvre homme, quand il vient sur Terre, c'est évident que déjà c'est bien courageux de venir sur Terre parce que c'est très compliqué, on est pris dans la maladie, l'ignorance, l'illusion, la séparation, tout à fait. On oublie d'où on vient, enfin, on est pris dans tout ça et la Terre c'est un milieu dur. Alors comment être parfait? C'est impossible. Comment ne pas faire de bêtises ou comment ne pas de temps en temps pris par l'ombre et faire des méchancetés? C'est impossible. Bien sûr. Donc si Dieu devait nous punir alors qu'il nous envoie en éclaireur dans la matière comme des mineurs dans le charbon, puis qu'après il nous reproche d'être sales, ce serait stupide. Le Dieu n'est pas stupide. C'est pas Dieu. La conscience cosmique, on va appeler pour oui. Et c'est plein d'amour, d'intelligence. Donc il n'y a pas de notion de punition, et qu'il y en a qui ont droit et d'autres qui n'ont pas le droit. Comme dit la chanson, on ira tous au paradis. Quoi. Nicole Dron nous disait que le plus grand des criminels était aimé de l'autre côté. Oui, mais bien sûr, parce que le plus grand du criminel, c'est quelqu'un dont la conscience a fait le plus d'expériences éducatives pour elle et qui va le plus prendre conscience de ses erreurs et donc qui va le plus progresser. Mais attention, le plus grand criminel est aimé et les gens disent même Hitler, mais il va faire sa revue de vie, comme tout le monde. Voilà. Or, je vous signale que dans la revue de vie, on vit les choses selon 3 points de vue. Son propre point de vue, celui de l'autre à qui on a fait la chose, et un point de vue comme extérieur, une sorte comme un point de vue d'un ange gardien qui verrait tout de manière équanime. Je vous explique pas ce que doivent vivre les gens qui vivent ce qu'ils ont fait aux autres à la place des autres. C'est-à-dire, je n'explique pas ce qu'a dû vivre Hitler quand il a dû vivre la chambre à gaz, comme l'ont vécu les autres pour prendre conscience de ce qui se passait. Ça n'a pas dû être une partie de plaisir, mais ce n'est pas une punition. C'est un système de feedback intelligent qui permet à la conscience de s'affiner, de faire des expériences. Donc on ne récolte que ce que l'on sème, mais dans le bon sens du terme. Si on fait des horreurs, on récolte aussi oh là là, j'ai fait ça, plus jamais je ferai ça. On récolte une transformation de la conscience. Mais elle est douloureuse. Quand vous faites une erreur, bien sûr, vous progressez, c'est un peu douloureux. Mais en même temps, c'est salvateur. Ce qui permet de faire un travail finalement lors d'une prochaine incarnation de réparation. Oui, ou même en dehors d'une prochaine incarnation. Toutes les âmes ne sont pas obligées de s'incarner. Il y a de nombreux destins possibles d'âmes.
dont certains sont allés juste dans des mondes supérieurs ou aider d'autres à faire d'autres choses, d'autres dessins. Donc, on en avait parlé avec Lionel Del justement, que certains êtres de lumière ne s'étaient jamais incarnés. Ils ne s'étaient jamais incarnés sur la Terre, on nous avait précisé d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ou alors ils se sont incarnés dans d'autres mondes, d'autres univers parallèles, sur des plans non physiques, mais vibratoires quand même. C'est très complexe. Hein. Si on lit le livre de Seth, par exemple, SETH, le livre de Seth, on peut même imaginer que il y a des groupes d'âmes qui vivent des expériences en même temps sur différents plans, ou bien qu'une âme, en fait, elle se subdivise en différents sous-âmes qui vont vivre en même temps dans différents mondes, différentes expériences, comme si vous, en ce moment, il y avait une partie de votre âme qui était dans un monde, et puis une autre dans un autre monde, une dans le passé, parce que le passé n'existe pas en physique quantique, une dans le futur, et puis quand vous rejoignez au tronc commun, quand les âmes reviennent comme des rivières au fleuve, et puis le fleuve à l'océan, vous vous rendez compte que tout ce qui était fait, c'était fait par une seule et même âme. Donc, mais c'est complexe. Hein. Oui, c'est complexe. On peut pas dire c'est une seule chose, la vérité. C'est certainement un ensemble de choses, certaines qu'on imagine, d'autres qu'on n'imagine même pas encore. Mais en tout cas, il y a beaucoup de possibilités. On peut pas réduire à juste, vous savez, comme on disait avant, l'âme, elle doit descendre, faire des expériences, et puis ensuite, elle va se réincarner avec son karma, puis elle va refaire des expériences, puis du jour, elle sera pure entièrement. Alors là, elle aura le droit à la lumière. Non, heureusement, ça serait horrible. Ça serait horrible, ça. C'est comme si on vous enfermait dans un jeu vidéo très, très, très complexe. Il faut que vous trouviez toutes les solutions pour en sortir, et pendant que vous êtes dedans, à chaque fois, on vous fait souffrir et tout. Non, Dieu n'est pas sadique. Hein. Le cosmos n'est pas sadique. Il faut vraiment le dire aux auditeurs, quoi. C'est sadique qui veulent nous faire croire que le cosmos est sadique. Ah bah oui, c'est sûr. Les gens qui ont besoin de pouvoir et d'emprise sur l'être humain, qui nous fait croire que Dieu est un être de pouvoir courroucé et qui veut nous punir pour nos erreurs. C'est tous les ismes, fondamentalisme, islamisme, matérialisme. On marque une pause dans la clé du mystère, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie du docteur Olivier Chambon. Nous parlons de la vie après la vie. Alors comment faire un rêve lucide, et est-ce qu'un rêve lucide nous apporte quelque chose ou nous apporte justement un contact avec ces dimensions? Alors, moi je ne suis pas un spécialiste du rêve lucide. Ça m'arrivait d'en faire, pas forcément volontairement. Parfois c'est parce que j'avais essayé quelques trucs que je trouvais sur les forums, sur les rêves lucides, et moi ça m'a juste servi à faire l'expérience de voler, entre guillemets, de traverser des murs ou tout ça, mais pendant le rêve, hein, et de savoir que j'étais vraiment je savais que je rêvais, donc j'étais réveillé et je me disais c'est fou quoi, je peux faire ce que je veux maintenant, etc., et je suis tout content, mais ça ne durait pas longtemps. Il y en a qui disent effectivement, il y a des méthodes d'entraînement très précises qu'on peut retrouver sur internet ou dans certains livres qui permettent de multiplier les rêves lucides et surtout de s'en servir, soit pour aller dans d'autres dimensions, soit pour contacter même les défunts, soit pour faire des expériences qu'on peut pas faire sur Terre, ou voilà. Alors ça, moi, comme toujours, je peux parler que de ce que je connais bien, et ça, je connais pas bien puisque je suis vraiment pas un spécialiste du tout de ça, et j'en ai fait quelques expériences, mais c'était pas du tout aussi dirigé et aussi exploratrice que ce qui est décrit comme possibilité. Mais ça existe, bien sûr. Donc ça, je peux en témoigner. Mais tout le monde, beaucoup de gens. Bon, je pense beaucoup parmi vos auditeurs ont dû faire un jour un rêve pendant lequel ils se rendent compte qu'ils rêvent, mais ils se réveillent pas, et ils disent mais c'est fou, puisque je rêve, je peux faire un peu ce que je veux, donc ce qui me fait peur je l'efface, je le transforme par ça, je fais venir ça, il y a des petits trucs, par exemple dans la journée, il y en a plein en fait, mais moi ceux que j'utilisais, c'est d'une part avant de m'endormir, de demander à mon inconscient de faire un rêve lucide déjà, j'insistais, j'y repensais pendant la journée. J'ai une statue de Bouddha couché que je mettais à côté de mon lit pour symboliser un peu cette volonté de faire un rêve lucide. Pendant la journée, je m'entraînais à regarder certains éléments, par exemple les portes, et chaque fois que je voyais une porte, je me disais est-ce que je rêve ou est-ce que je rêve pas? Et là, je me pinçais, non, je rêve pas. Ou je regardais mes doigts et je dis est-ce que je rêve ou je ne rêve pas? Et là, je me touchais, non, je rêve pas. De manière à pouvoir le refaire dans le rêve. À un moment donné, dans le rêve, vous dire tiens, une porte, par exemple, vous voyez une porte, le réflexe s'est fait puisqu'elle était implantée pour la journée. Je rêve ou je rêve pas? Oui, je rêve. Super, mais là, je rêve, mais en même temps, je suis conscient. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il faut essayer. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui s'en servent vraiment pour l'exploration spirituelle des rêves. C'est pas facile quand même. Non, il paraît que ça aide, qu'on arrive. De toute façon, tout ce qui est travail avec la conscience, tout ce qui est expérience de conscience en état modifié, tout ce qui est de se rendre compte des possibilités infinies de la conscience,
ça aide à se rendre compte qu'on est plus qu'un corps et qu'on est plus que la petite conscience rétrécie qu'on nous indique comme étant la seule valable dans le matérialisme, que tout le reste c'est bilvesé, inintéressant et pas digne d'étude. Bien sûr que ça aide déjà à voir qu'on a une grande conscience. Et en plus, quand vous contactez par exemple d'autres entités à travers le rêve lucide, vous vous rendez compte que cette conscience elle n'est pas seule au monde, qu'elle est entourée et encadrée, et qu'elle est capable de capacités quantiques, parce que dans le rêve lucide vous pouvez aller où vous voulez, vous imaginez être à l'endroit où vous y êtes, vous imaginez traverser un mur, vous y êtes, un peu comme dans les expériences de mort imminente où quand ils sortent de leur corps, les gens peuvent retrouver les capacités quantiques. S'ils pensent à leur maison, ils sont dans leur maison, ils voient ce qui s'y passe, et quand ils reviennent ensuite de cette expérience, ils sont ah mais comment tu savais qu'à ce moment-là on est en train de faire ça et tout. Déjà la personne elle a le cerveau qui fonctionne plus, elle a les yeux fermés avec des instruments pour pas que la cornée ne sèche. Elle est dans la salle d'opération, donc elle peut pas savoir qu'à 10 km de là, dans la maison, il y a le petit-neveu qui est venu parce qu'on lui a averti qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir, justement, ou que l'oncle machin est venu dans la salle d'attente et qu'il avait sa cravate rouge qu'il mettait jamais. Enfin, comment les gens peuvent le savoir? Justement parce qu'ils voyagent hors de leur corps à ce moment-là. Des rêves lucides, des sorties hors du corps, les sources de mort imminente nous montrent vraiment que la conscience est indépendante du corps. C'est ça finalement elle est capable de capacité non locale, c'est-à-dire d'aller à distance dans le temps. Donc elle peut voir le passé, et puis ça sera confirmé, ou voir le futur. Dans les sources de mort imminente, il y a souvent des prémonitions qui sont vérifiées, des précognitions. Elle peut voir aussi à distance dans l'espace. Elle peut se déplacer dans l'espace. Oui, c'est ça le phénomène de déplacement oui, instantané. Voilà, il suffit d'y penser pour y être. De télépathie aussi. Les gens dans l'expérience de mort imminente, ils décrivent savoir ce que pensent les chirurgiens, etc., ou les infirmières qui sont au bloc, et puis après ils leur disent, ils sont stupéfaits, mais comment vous savez que je suis en train de penser ça, ou je suis en train de chanter tes chansons dans ma tête, quoi. C'est-à-dire que là, c'est le contact direct de conscience à conscience, comme la télépathie. Mais ça, dès que la conscience est libérée des contraintes du cerveau, de son fonctionnement habituel, elle peut réaliser des choses incroyables. Oui, c'est l'information instantanée. Les rêves lucides sont un exemple d'utilisation possible de la conscience en dehors des automatismes du cerveau, quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux auditeurs pour les rassurer? Parce qu'on nous téléphone souvent ici, on nous envoie des mails, enfin bon bref, on nous interpelle sur les réseaux sociaux pour les rassurer sur le phénomène de l'après-vie. On nous demande sans arrêt qu'est-ce qu'il y a après la mort, comment ça se passe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure? Ce qu'on pourrait dire, c'est que tout ce qui est essentiel ne meurt jamais. Ça, c'est Eckhart Tolle qui disait ça. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui est essentiel ne meurt jamais. Donc, qu'est-ce qui est essentiel dans l'univers? Qu'est-ce qui est la substance fondamentale de l'univers? C'est deux choses, c'est la conscience et l'amour. Ça, vous pouvez ne pas me croire sur parole, il faudra que vous fassiez, ceux qui n'ont pas fait cette expérience, que vous fassiez certaines expériences spirituelles, ou vous écoutiez vraiment les physiciens quantiques dans ce qu'ils nous disent sur la nature même de l'univers. Donc, tout ce qui est essentiel, c'est l'amour et la conscience. L'amour et la conscience sont plus forts que la mort. La mort n'est qu'un changement d'état de conscience à un autre état de conscience. La mort n'est qu'une possibilité d'aimer encore plus, d'être libéré de certaines rancœurs, de certaines fixations névrotiques, et les morts sont pleins d'amour. Quand ils ont migré, enfin je veux dire pas dans le cas des âmes errantes qui n'ont pas voulu accepter le processus et qui resteraient dans le monde intermédiaire, proche des vivants, non. Les morts qui ont fait ce passage simple sont pleins d'amour. Et l'amour est plus fort que la mort dans le sens que c'est toujours dans les expériences périmortelles, toujours les gens qu'on a aimés, ou pratiquement quasi toujours, qui viennent nous chercher juste avant la mort, ou qui viennent nous accueillir pendant, ou qui essaient de communiquer après. Vraiment, les liens d'amour sont indestructibles. Ça nous lie comme deux inséparables, les oiseaux. Ça nous lie comme deux molécules enchevêtrées en physique quantique. C'est-à-dire deux photons qui ont été mis un jour ensemble, à parier, on peut les séparer à l'autre bout de l'univers, ils réagiront en même temps. Quand on fait quelque chose sur l'un, en même temps l'autre. Comme s'il n'y avait qu'un seul et même électron. En fait, au départ, il n'y avait qu'une seule et même conscience dans la matrice unitaire qui a créé l'univers. Et cette conscience, elle s'est diffractée, elle a rayonné, elle a donné naissance à différentes formes, mais on en vient tous, on y retournera tous, et on est tous unis par cette conscience. Donc elle ne peut pas périr. C'est la substance de l'univers. Bien sûr. Le modèle panpsychique de la physique quantique, c'est la conscience est à l'origine de tout, à la base de tout. Donc il n'y a pas de crainte à avoir. Le pire, c'est maintenant. Le pire, c'est sur Terre. Tous les gens qui témoignent dans l'après-vie, ils disent, ils sont bien mieux. Ils ont un corps de lumière, ils sont plus malades ou difformes. Ils disent, je vais bien, je t'attends, je t'aime. Enfin, ils n'ont pas rictus de souffrance et de haine, hein. Pas du tout, pas du tout. Donc, je leur dirais aux gens, rassurez-vous, vous êtes en train de faire le plus dur, l'école la plus dure, c'est quand même la Terre. Et après, vous verrez, back to home, retour à la maison, ça va vous faire du bien et vous allez retrouver ceux qui vous aiment, qui vont être immédiatement attirés vers vous à votre mort. C'est certain. Voilà ce que j'ai envie de dire aux gens. Ce qui fait peur aux gens, finalement, c'est de voir le corps inerte, je pense. Ah
Ah oui, oh là, mais non, mais tous les gens qui font cette expérience, toutes les expériences de mort imminente, quand ils racontent ça, ils s'attardent pas sur leur corps. Oui, Ils découvrent que c'est leur corps, mais ils sont attirés par la lumière, ils se retrouvent beaucoup plus intéressant. C'est tellement extraordinaire qu'on n'a pas de temps à perdre à regarder son corps, quoi. Je parle pas d'eux, je parle des terriens, des gens qui perdent quelqu'un. C'est c'est ça qui leur fait peur. C'est plutôt dur pour ceux qui restent, parce que pour celui qui part, c'est pas dur en fait. Et donc ils ne comprennent pas. Ceux qui restent, mais en même temps, quand on sait ce qu'il y a après la mort, on peut vraiment accepter beaucoup plus facilement la mort d'un proche. Là, on sera juste dans la tristesse normale. Quand on aime, on sera triste un jour. C'est inévitable. C'est vrai. Parce que la personne que vous aimez, soit elle va partir en mourant, soit elle va partir en vous quittant parce que voilà, la relation s'est terminée. Ouais. Mais tristesse et amour sont les deux faces d'une même pièce de monnaie. Si vous aimez, vous aurez la tristesse. Si vous êtes triste, c'est que vous avez aimé. Donc la tristesse en elle-même n'est pas destructrice, elle peut être vécue, elle peut être assimilée et on peut passer à autre chose après. C'est plutôt le regret, la rancœur, le mental analytique comme dit Charbonnier, qui compare avec le passé, voilà, c'était mieux avant, qui prédit un futur négatif, qui fait des reproches à soi ou à l'autre, pourquoi tu m'as quitté si tôt, je suis incapable, enfin, c'est tout ça qui crée la douleur. Mais si on reste vraiment dans la tristesse légitime parce qu'on a aimé d'avoir perdu et qu'on l'aide à se transformer, alors ça peut être par le MDR, ça peut être par plein de méthodes qu'on peut accepter de vivre cette tristesse, ou le focusing, ou le Tipeee, enfin bref, peu importe. Et bien après, reste l'amour, reste les bons souvenirs, et la communication peut rester après avec le défunt. Il y a plein de méthodes pour continuer à communiquer de manière plus subtile ou invisible avec le défunt. Simplement, la communication reste, mais plus au plan grossier matériel. Elle se fait d'âme à âme. Tout à fait. Les défunts disent tous dans les communications qu'ils peuvent faire qu'ils entendent nos prières et qu'elles ne sont pas vaines du tout. Ils peuvent se manifester dans nos rêves, dans des synchronicités, dans des signes, dans la vie quotidienne. 25% quand même de contact avec les défunts dans une population normale. C'est-à-dire que si vous faites partie, donc si vous n'êtes ni psychotique, ni affabulateur, ni rien, vous perdez quelqu'un d'autre famille, vous avez 25% de chance que celui-ci vous contacte, que vous sentiez un contact avec le défunt. C'est pas rien, 25%. Ça monte à 50% si c'est votre conjoint et à 75% si c'est votre enfant. Donc les liens d'amour comme ça pour vraiment être assez forts pour que parfois même des contacts réels puissent se produire. Mais sinon, des contacts d'esprit à esprit, de prier, de penser à la personne, d'honorer sa mémoire, et vous la retrouverez après. Donc c'est comme si quelqu'un que vous aimez va faire un long voyage, prend le bateau, puis il va partir pour une contrée lointaine et vous dit je pourrais pas revenir avant 10 ans. Là, vous êtes triste, il n'est pas mort, mais vous êtes triste parce que vous le perdez quelque part pendant un certain temps, vous n'avez plus contact avec lui. C'est vrai. Là, les gens qui meurent, c'est comme s'ils prenaient le bateau. Vous êtes triste parce que pendant 10, 20 ans, 30 ans, vous les verrez pas, ils ont du travail à faire, mais un jour, vous les reverrez. Ça, c'est sûr et certain, tout le montre. Voilà. Est-ce que vous avez des projets de conférences, des projets d'écriture, Il y a les rencontres du mystère et de l'inexpliqué qui se font, je crois, à Lyon. Et là, je vais faire une conférence, justement, pour montrer que c'est absolument pas ni mystérieux ni inexpliqué, l'histoire de mort imminente et la survie de l'âme. Donc, je prends le titre à contre-pied. Et autrement, c'est marrant que vous me disiez ça, parce que récemment, je m'étais dit que ça serait bien de faire un livre un peu comme Berbère avait fait, qui s'appelait Les Thanatonautes, où il étudie les conséquences sociales du fait que les gens savent que l'âme existe et qu'on survit à la mort. Ah oui. Comment les gens changeaient leur mentalité. Et moi, je sais qu'un jour, dans 10-20 ans, même en France où on est très réactionnaire, ça sera reconnu, quand les gens diront, voilà, on est une partie de nous qui survit, voilà. Mais ça va vraiment changer les mentalités. Bien sûr. On n'ira plus de la même façon. On apprendra vraiment de manière massive à communiquer avec les défunts qui nous apprendront des choses à faire sur Terre, et qu'il y aura comme il y avait, vous savez, un moment Terry Tabassa, c'est quand un défunt qui contacte quelqu'un pour lui dire c'est lui qui m'a tué, il a pris mon collier, c'est chez lui et tout, et la police l'a arrêté. Ou un autre défunt qui prévient sa sœur qu'elle a un cancer, qu'il faut qu'elle fasse des examens et tout, puis elle dit non, puis au bout d'un moment elle le fait, elle avait un cancer et heureusement il a été pris à temps. C'est-à-dire qu'on va apprendre à communiquer avec les défunts pour faire de la justice associée aux défunts, ou assistée par défunts, ou de la médecine assistée par défunts. Vous voyez, il y aura des croisements qui vont se faire très intéressants. Enfin moi j'aimerais bien faire une sorte de roman de science-fiction qui étudie dans un temps les conséquences que ça a sur nos sociétés, d'enfin reconnaître qu'on a une âme et qu'elle est immortelle, enfin en tout cas qu'elle dure longtemps. On avait fait une émission avec Nicole Dron sur les conséquences justement d'une NDE et surtout sur si on appliquait toutes ces choses, finalement Nicole disait le monde serait complètement transformé. Ah, totalement, mais ça serait intéressant d'aller un peu plus profond sur les petits détails, quoi. D'en faire une sorte de roman d'anticipation, quoi. Vous avez un site internet, on peut vous retrouver sur le net? Non, je n'ai pas de site internet, j'ai une page Facebook professionnelle, Olivier Chambon Pro. Merci Olivier Chambon, et une prochaine fois sur cette antenne. Au revoir. D'accord, au revoir. Fréquence Évasion.